Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Des enfants nés donc avec des malformations congénitales se comptent presque à l'appel dans plusieurs familles au Cameroun. Plus qu'un phénomène, ces enfants qui n'ont pas demandé à naître souffrent atrocement et sont donc de véritables sources de dépenses pour leur famille. Quel est le problème? Quelles sont les causes de ces malformations congénitales? La question reste posée, mais des éléments de réponse vous seront donnés en deuxième partie avec nos experts qui vont être là sur ce plateau et également explorer donc la question. Madame, Monsieur, une fois encore, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social. Des familles sont sur ce plateau, des jeunes mères qui ont des enfants malades. Il y a également d'autres qui regardent ce programme étant dans leur domicile, les larmes aux yeux parce que ne savent pas à quel sein se vouer depuis que ces enfants sont donc vivants. Alors pour ce soir et sur ce plateau, Madame Kamo Vanessa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes âgée de 23 ans. Oui. Et vous êtes maman d'un enfant ou une fillette malade. Oui. De quoi souffre-t-elle? Bon, je suis allée à l'hôpital. On m'a dit que mon enfant souffre du kyste du pancréas. Et le pédiatre m'a expliqué qu'elle a aussi les problèmes du froid, le froid volumineux. Et l'enfant est âgé de 1 an? 1 an. Elle a 1 an, oui. D'accord. Vous n'êtes pas seule sur ce plateau. Vous êtes avec Monique Carole. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et bienvenue. Vous êtes également maman. Vous êtes la maman de Brian, oui, qui est âgé d'1 an également, oui, et malade aussi. Oui. De quoi souffre-t-il? Brian souffre de beaucoup de maux. Il a un problème psychomoteur et un problème de malformation au niveau du cœur. Donc il ne s'assoit pas, il ne fait absolument rien. Donc, et il a un problème de prise de poids, certainement dû à sa maladie. D'accord. Vous allez davantage nous expliquer tout ça tout à l'heure. Le temps d'accueillir également sur ce plateau Kenny Claudine qui est avec nous. Kenny, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes également avec nous sur ce plateau parce que vous avez aussi un enfant malade. Oui, monsieur. Et votre fille est âgée de 2 ans. 2 ans. Oui. Elle ne parle pas, elle n'entend pas, elle ne voit pas. Et elle ne marche pas. Comment vous le savez? Je suis partie à l'hôpital. On a découvert que l'enfant ne voit pas, elle n'entend pas. Elle a 2 ans comme ça, elle ne parle pas, elle ne marche pas. Oui, mais comment est-ce que vous avez su? À l'hôpital, on vous a dit, mais c'est à partir de la maison déjà. Elle est née comme ça? Oui, elle est née comme ça. Et à quel moment vous avez fait le constat? C'est à 2 mois qu'on a constaté qu'elle ne voyait pas. Qu'est-ce que vous avez fait? Expliquez-nous un peu. On est allé à Tchabepanda là-bas. C'est là-bas qu'elle partait. On a même opéré là-bas, rien. On a opéré ses yeux, rien. Elle ne voit pas toujours. Mais est-ce que vous avez suivi des visites prénatales pendant que vous étiez enceinte? Oui, monsieur. Vous avez vu quel médecin? J'avais fait tous mes examens qu'on m'avait demandé de faire. Vous avez fait l'échographie aussi? Non, c'est l'échographie qu'elle n'avait pas fait. Mais j'ai accouché normalement. C'était où par exemple? Quel hôpital? C'était à l'hôpital d'Obassi là-bas derrière le marché. Ok. Alors, vous allez également nous dire la suite tout à l'heure. Le temps d'écouter aussi, Vanessa. C'est depuis la naissance ou alors vous avez fait également le constat après la naissance même de l'enfant? Oui, j'ai eu à faire le constat après la naissance de l'enfant. L'enfant a fait le palu. Quand son papa est venu, on l'a amené au dispensaire catholique en Djombe. Bon, c'est là où le médecin a regardé l'enfant. Il nous a demandé de venir. Il a touché. Il m'a demandé de toucher, que je vois le froid de l'enfant. J'ai dit oui. Il m'a dit que tu vois comme c'est dur. J'ai dit oui. Il dit que bon, l'enfant a un problème du froid. Il faut voir un pédiatre avec l'enfant. C'est là où quand je suis rentrée, il n'y avait pas les moyens. J'ai patienté. Quand les moyens ont permis, je suis allée au Mont Coupé. J'ai vu un pédiatre là-bas.
Le pédiatre m'a envoyé faire l'échographie. Bon, je suis rentrée encore, patientée encore quelques temps. C'est là où ma maman a trouvé un peu d'argent. Je suis montée sur Douala. Je suis partie à la garnison militaire. Étant à la garnison militaire, on croyait que c'était le kyste, on croyait que c'était l'hépatite. On a fait le test d'hépatite, ce n'est pas l'hépatite. C'est là où on a prescrit, le gastro a prescrit l'échographie. On a fait l'échographie. C'est là où on trouve, le gastro m'explique que mon enfant a le problème du kyste du pancréas. Alors, est-ce que vous avez fait des examens également, des visites prénatales pendant que vous étiez enceinte? Pendant que j'étais enceinte, j'étais menacée. Je suis allée à l'hôpital de dispensaire public. On m'a placé la perfusion. Durant la perfusion, j'ai saigné. Quand j'ai saigné, alors je me suis levée du lit, je suis allée voir le médecin. J'ai expliqué au médecin que je suis en train de saigner. Il m'a dit ceci, tu es en train de faire, c'est un avortement. C'est là où je lui ai dit, avortement comment? Il m'a dit, il va me transférer au Mont Coupé. Je lui ai dit, tu me transfères au Mont Coupé, moi je n'ai pas les moyens d'aller au Mont Coupé. Explique-moi ce qu'il y a. Il m'a demandé donc de patienter alors le matin pour que le grand médecin vienne. J'ai patienté le matin, le grand médecin est venu. C'est là où il m'a expliqué que la quinine, je ne dois plus prendre la quinine. Je n'ai plus pris la quinine. Je continuais toujours à prendre, mais même les perfusions, je ne prenais plus. Alors, le médecin vous a expliqué que c'est la quinine qui vous faisait saigner, saigner, oui. Il m'a demandé de ne plus prendre la quinine. Et pendant ce temps, alors, je suis rentrée je suis restée, il m'a prescrit l'échographie pour voir si l'enfant est toujours là. Je suis rentrée, alors je me suis battue, ma maman s'est battue, elle a trouvé l'argent, je suis allée faire l'échographie. Quand j'ai fait l'échographie, on m'a dit que non, la grossesse est là, tout est normal. Elle m'a dit les bras sont bien, les pieds, tout est correct. Elle m'a dit tout est normal. Là où je suis rentrée alors donc à la maison, j'ai continué à faire mes visites prénatales. Après maintenant, je n'étais plus trop menacée, je prenais même les indigènes. Je n'étais plus trop menacée. Là où je me suis déplacée maintenant pour aller chez mon bois à Souzan. C'est là-bas alors que je suis restée jusqu'à 8-9 mois. J'ai commencé le palu, je partais à l'hôpital, il fait 2 semaines, je rentre. Le palu toujours, et pas toujours. Jusqu'à j'ai accouché l'enfant bien. J'ai accouché, l'enfant était bien. On ne pouvait pas imaginer qu'elle est malade. Jusqu'à partir de 7 mois, 7-8 mois, quand on voit l'enfant. Parce que quand j'ai accouché l'enfant, je n'avais pas acheté les couches. Je lui garnissais avec les couches jetables. Bon, je n'ai pas vite constaté sur ses urines si c'est jaune ou pas. C'est avec le temps que j'ai acheté les couches que je commence à voir les urines de l'enfant, c'est jaune et ça a l'odeur. Et elle faisait les selles blanches. Les yeux, quand elle a commencé à ouvrir les yeux étaient jaunes. C'est là où maintenant, et quand durant ce temps-là... c'est resté comme ça jusqu'aujourd'hui? Oui, jusqu'aujourd'hui. Les yeux sont toujours jaunes? Oui. Et le ventre prend davantage de volume? Volume, oui. Et durant cette période-là, elle a aussi eu plusieurs problèmes de nombril. Je ne sais pas si on avait bien coupé ou pas. Une soirée, je reste avec l'enfant se met à saigner. C'est là où je porte l'enfant subitement, j'amène l'enfant à l'hôpital. On a encore seulement recoupé le nombril. Du nombril. Elle saignait du nombril. Je suis rentrée avec elle à l'hôpital. Elle a saigné, pas que petit saignement, elle saignait franchement. On est rentré, je suis rentrée à le centre que j'ai accouché avec elle. C'est là où on a pris l'enfant, on a recoupé le nombril de l'enfant, on a recousu, elle était très malade, elle sentait beaucoup mal. C'est là où j'ai commencé à faire le pansement. Ça a fini. C'est là où le ventre de l'enfant a commencé à ballonner. Bon, moi je ne savais pas que c'était une maladie. Alors, son papa est où? Bon, son papa, il n'est pas là. Depuis que je suis partie faire l'échographie, je suis rentrée, je lui ai expliqué la situation. Un bon matin, je me lève, je crois que peut-être il allait tourner comme il tourne souvent. Il est parti jusqu'à aujourd'hui, il n'est plus venu. Quand on a parlé, parce que quand le pédiatre j'ai consulté 3 pédiatres
Quand le pédiatre m'a parlé de ça, je suis rentrée et lui ai dit, il est parti jusqu'à aujourd'hui. Bon, il souffre avec cet enfant-ci là comme ça. Si ce n'est pas l'aide de Dieu, c'est que je ne sais pas si cet enfant-ci vit aujourd'hui là. Parce qu'elle souffre énormément. Et elle a de la peine aussi à respirer même. Elle tousse. Il y a des fois la face enfle, les pieds, les fesses. Il me demande que Seigneur, ça c'est encore quoi? Ça c'est vraiment quoi? D'accord. Ok, tout à l'heure, je vous reviens, le temps d'écouter davantage Monique Carole. Vous, votre enfant, c'est après un temps que vous constatez qu'il est malade? Oui, exactement. Mon enfant naît dans de très bonnes conditions, avec 2 kg 700. Donc, il naît, mais au bout de 2 semaines, je constate qu'il ne prend pas le poids normalement. Je me dis que non, quand l'enfant naît souvent, à un moment donné, il paye d'abord avant de récupérer. Mais il ne récupérait pas, même à 1 mois. Je voyais toujours que les kilos, ça ne venait pas. À 1 mois et demi, il tombe malade. Il souffrait d'une grippe. Il toussait vraiment beaucoup, avec la morve qui coulait. C'était tellement grave que sa façon de respirer nous inquiétait. Donc on était obligé d'aller à l'hôpital. Nous sommes allés à l'hôpital des Sœurs à Nilon, Saint-Michel, où on a été hospitalisé pendant 16 jours. Là-bas, dès qu'on arrive, on dit détresse respiratoire, parce que les infirmiers avaient remarqué cette façon de respirer qui n'était pas normale. Donc on nous met sous oxygène pendant 5 jours. Il n'y avait pas de changement. On fait même la ventoline, il n'y avait pas de changement. Transfusion sanguine, pas de changement. On faisait tout ça. Donc avec le traitement de la grippe, avec beaucoup d'antibiotiques qu'on changeait à chaque fois, mais l'enfant ne changeait pas toujours. Donc pendant ces 16 jours-là, le pédiatre nous a demandé de faire une radiothorax. C'est là, après la radio qu'on constate qu'il a un cœur plus gros que la normale. Donc c'est là où on nous demande de faire une échographie du cœur à la garnison. Nous avons fait cette échographie. Le pédiatre nous a parlé d'une péricardite. Moi, je ne savais pas trop ce que ça signifiait. D'après les recherches après, ça signifiait juste qu'il y avait un abcès au niveau du cœur. Donc, il nous a transféré à Yassa. Il nous a fait un transfert à Yassa. Je crois que c'était 2 jours ou 3 jours après, je suis allé à Yassa. À Yassa, on nous dit que non, on ne fait pas la ponction. Il n'y a pas de ponction parce que le traitement de cette péricardite, c'est faire une ponction au niveau du cœur. À Yassa, on dit non, ça ne se fait pas là-bas. Et qu'il fallait aller à l'hôpital général. Donc c'est de là-bas aussi qu'on écrit un mot pour aller à l'hôpital général. Bon, moi je suis aussi allé 1 semaine après pour que le pédiatre aussi nous dise ce qu'il y a là-bas à faire. Donc 1 semaine après, je repars à l'hôpital général et je vois la pédiatre qui me dit que non, si c'était vraiment la péricardite, c'est que l'enfant n'est même pas vivant. L'enfant ne peut pas supporter certaines positions quand c'est cette maladie-là. Moi, j'étais perdu. Je me dis, mais un pédiatre me dit c'est la péricardite. Après, même à Yassa, on me dit non, c'est la péricardite. Jusqu'à ils m'ont même frustré en me demandant, mais comment je peux être négligente comme ça? Je vais à la maison, je dors et tout. Moi, je leur ai répondu que c'est une question de moyens. Mais là-bas, on nous dit non, il faut refaire une autre échographie du cœur. Donc, c'est là où la pédiatre nous fait comprendre que il ne s'agit pas d'une péricardite. Faute de moyens même, on retourne à l'indigène parce qu'on nous faisait comprendre que aussi si l'enfant ne s'assoit pas, si l'enfant le cou ne tient pas aussi debout. Est-ce qu'il parvient à s'asseoir seul? Non, pas du tout. Il transpire toujours? Oui, il transpire toujours, beaucoup. Beaucoup. Oui, il transpire beaucoup. Et au niveau de sa tête, on aperçoit des veines? Oui, oui, c'est comme ça qu'il est. Ça va, Popo, ça va. Donc,
Lorsqu'il pleure, c'est parce qu'il a besoin de téter ou alors simplement parce qu'il sent mal quelque part? Non, non, là c'est parce qu'il a sommeil. C'est son œil de dormir. Voilà. Il ne pleure pas généralement beaucoup, donc il ne dérange pas. Donc après... Alors finalement, on dit que c'est quoi? Les médecins ont dit qu'il souffre de quoi? Parce qu'au niveau de la tête, vous m'aviez dit qu'il y a également un autre problème. Oui. C'est quoi? Après que j'ai consulté la pédiatre, quelques temps après, j'ai consulté un neurochirurgien. Lui qui avait dit, parlait d'une craniosténose. Donc c'était une déformation du crâne. Et qu'il fallait faire une opération, donc ouvrir le crâne pour laisser le cerveau respirer. Donc d'après lui, c'était ça le problème. Après, il nous a sorti une facture pro forma pour faire cette opération et tout. J'ai demandé de l'aide un peu partout, des amis, la famille et tout, pour faire ça. Alors, lorsqu'on vous a annoncé tout ça, vous vous êtes dit quoi? Moi j'étais même fier parce que je me disais qu'enfant, on avait trouvé de quoi il souffrait. J'étais soulagé. Mais je me disais qu'il fallait qu'on trouve les moyens parce que la facture n'était pas... C'était pas peu. C'était lourd. Mais j'étais soulagé parce que je me disais qu'enfant, on avait trouvé de quoi il souffrait. Mais... Maintenant qu'on sait de quoi il souffre, il faut la prise en charge. Oui, c'est ce que je pensais. Et vous n'avez pas encore engagé? Non, le problème c'est que après avoir demandé des aides un peu à gauche, à droite, j'ai eu quelques aides, même si ça n'avait pas atteint le montant qu'il fallait. Mais j'ai demandé un deuxième avis médical. Chez un autre neurochirurgien qu'on m'avait conseillé. Lui qui avait dit que non, c'était pas ça, donc le diagnostic était faussé de l'autre côté. Donc, je me suis dit, voilà, finalement que si j'avais vraiment eu les moyens de l'autre côté, qu'est-ce qui s'était passé? On aurait ouvert le crâne de mon fils comme ça, sans toutefois trouver la solution. Alors, comment est-ce qu'il se comporte au quotidien? Le matin, il se réveille, il mange, on le lave, il fait les selles normalement. C'est-à-dire, il est couché toute la journée. Il est couché sur le lit, c'est sur le lit qu'il joue, il tourne. Quand on le voit sur le lit, il est très actif. Hein, très actif. Par contre, là, on a l'impression qu'il est juste amorphe là. Mais il est très actif. Il joue beaucoup, il reconnaît les gens et tout. Donc, c'est comme ça qu'il se comporte en journée. Il prononce quelques mots quand même, quelque part? Pas du tout. Il balbutie comme les enfants, tout simplement. C'est tout. Donc, quand on a faussé le diagnostic, il fallait chercher autre chose. Il fallait refaire les examens, il fallait faire un scanner, une IRM. Et les radios pour confirmer que non, c'était vraiment pas ce problème de déformation du crâne. C'est que j'ai encore fait. Et quand je suis allé avec les résultats de l'IRM chez le neurochirurgien, là-bas, il m'a dit non, il n'y avait plus rien à faire. Je ne comprenais pas pourquoi il disait qu'il n'y avait rien à faire. J'étais dans son bureau, il m'a annoncé que non, de son côté, il ne peut rien faire. Que l'enfant n'avait pas... Son cerveau ne s'était pas développé assez pendant la grossesse. Je me suis demandé, mais moi je ne bois pas, je ne fume pas, encore moins pendant la grossesse. Comment est-ce que ça peut se faire? Il ne m'a donné aucune explication. Je suis sorti de son bureau, j'étais tellement frustré que je me demandais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc, vous avez eu plusieurs diagnostics, vous avez fait pour le seul enfant? Pardon? Vous avez eu plusieurs, je veux dire, diagnostics pour le seul enfant? Oui. Oui. Jusqu'à... Et des résultats différents? Des résultats différents. Ça inquiétait beaucoup ma famille parce que là, quand on dit, mais ton enfant, lui, souffre de tout. Quand on va là-bas, c'est pas ci, c'est pas ça. Donc ça portait à voir beaucoup de critiques. On dit c'est la sorcellerie, il faut amener à la prière. D'autres disent que non, c'est le serpent, c'est comme ça. Beaucoup de critiques dans mon entourage. Mais bon, je n'ai pas... Et vous avez cru à tout ça? Non, non, pas du tout. Si je croyais vraiment à tout ça, je ne serais pas là. Je n'ai pas cru à tout ça. Je voulais me battre. C'est-à-dire que quand je voyais une porte ouverte, je voulais exploiter parce que je me disais que non, je ne peux pas croire à tout ça.
Je ne pouvais pas croire à tout ça. Il fallait que je cherche les moyens pour que mon fils guérisse. Donc c'est comme ça que je me suis tourné vers vous, ici à Equinox. Regard social, plutôt vers les téléspectateurs, les hommes de bonne volonté qui sont là pour des cas, pour les indigents, bien entendu. Alors, Claudine, vous êtes toujours avec nous. On veut savoir également ce qui arrive à Ange Divine. Vous ne faites pratiquement rien. Vous sortez, vous levez le matin avec l'enfant qui passe son temps à pleurer. Non, parce monsieur. Il y a quelques... Ange Divine, je me lève très tôt le matin, je la lave, je lui donne à manger, je la mets dans sa voiture. On passe à la journée. Ange Divine m'a attachée sur place, je ne peux pas me déplacer, je ne peux pas aller au marché, je ne peux pas aller à la réunion comme mes copines à cause de l'enfant qui souffre depuis 2 ans. Ça a d'abord commencé, c'est ma belle-sœur qui était arrivée ici, là, elle a constaté ça à 2 mois. J'ai commencé à aller à Tchabepanda là-bas. Je partais là-bas, je suis partie là-bas presque 1 an. 1 an, 6 mois. À 6 mois là, ils ont opéré, ils n'ont rien vu. Maintenant, je suis moi rentrée. Là-bas, quand j'étais même là-bas maintenant, ils m'ont demandé d'aller voir le pédiatre. Eux-mêmes, ils m'ont montré un pédiatre, je suis allée là-bas. Le pédiatre là me dit que je n'ai pas fait le scanner sur la tête de l'enfant. Moi, je n'avais pas l'argent pour aller faire le scanner. L'autre m'envoie encore faire un autre examen chez l'autre pédiatre. L'autre pédiatre ne voit lui rien. Je suis moi rentrée à la maison. Je passe ma journée qu'avec Ange Divine à la maison. On m'avait montré un lieu de prière. Je partais là-bas chaque fois avec Ange Divine. Ça m'a tout dépassé avant que je suis venue vers vous pour demander l'aide. Oui. Vous voulez quoi maintenant savoir ce qui dérange votre enfant ou pour une prise en charge? Vous n'avez pas de moyens pour sa prise en charge, c'est ça? Oui, je n'ai pas de moyens, monsieur. Ok. Vanessa, vous sollicitez quoi? La prise en charge, vous voulez qu'on vous aide également? Oui, je veux qu'on m'aide avec bébé Pauline. Mais je voudrais rappeler également que vous êtes en location. Oui. Et ça fait bientôt 4 mois que vous n'avez pas payé le loyer. Même les factures de lumière sont les voisins qui m'aident, même l'eau. Ce sont eux qui m'aident vraiment. Parce que quand eux-mêmes regardent le cas de cet enfant, ce sont eux qui savent ce que j'endure avec cet enfant. Des fois, je me lève la nuit comme ça, là. Je porte l'enfant, elle pleure, elle fait les trucs, la face gonfle, ceci, cela, ça m'inquiète beaucoup. Est-ce que vous avez tenté de joindre le papa? Bon, son numéro ne passe plus. Son numéro ne passe plus depuis. Vous êtes allé dans sa famille aussi? Quand j'appelle sa maman, elle me dit qu'elle n'a pas les moyens. Quand j'appelle ses frères, ils me disent qu'ils n'ont pas de moyens, qu'eux-mêmes, ils ont pour eux de problèmes. Bon, le peu de choses que j'ai eu à faire comme examen ou bien échographie, c'est ma maman qui m'a aidé pour ça. J'ai même eu à vendre même le maïs en route. Je suis partie un matin disant que des restes. Parce que ce sont les voisins même qui m'aidaient même pour le manger. Je suis partie en route même pour raiser même le maïs. Les gens de la route payaient le maïs là avec la pitié. Jusqu'on me disait que ouais ma fille, reste à la maison avec cet enfant. Le soleil, tu es avec l'enfant malade. Le feu, tu es avec l'enfant malade. On me disait que ma fille reste à la maison avec l'enfant. L'enfant n'est pas en santé. Bon, je suis partie. Le pédiatre m'a aussi expliqué que l'enfant a un court-circuit dans le ventre. Que sa bile se verse plutôt dans le sang. Et que le pancréas aussi est touché. Quand elle mange, la nourriture ne descend pas dans le pancréas, ça prend plutôt une autre route. C'est pourquoi est-ce que les selles sont blanches comme ça. Quand il m'a expliqué ça, vraiment, et quand il fait comme ça... Vous lui donnez de l'eau souvent? Oui, je lui donne l'eau, elle ne prend pas. Elle refuse l'eau. Même si je force, elle refuse. Même les remèdes ici, là, même parce que même l'indigène, si je suis ancrée dedans, quand je prends l'indigène pour mettre dans sa bouche, c'est comme si j'ai seulement tout gâté. Elle ne veut même pas sentir ça. D'accord. Alors, vous allez vous adresser aux téléspectateurs dans cette caméra, celle-là. Vous leur parlez.
Dites ce que vous voulez pour cet enfant. Bon, je suis venue à Regard Social. C'est pour pleurer les âmes de bonne volonté. De pouvoir m'aider pour le cas de bébé Pauline. Parce que vraiment, c'est pas facile. C'est pas vraiment facile. Deux fois, je me lève même à la maison. Je marche même les marches inutiles. Et c'est comme ça qu'elle pèse. Quand je marche avec elle pour entrer, pour sortir en route, vraiment, je transpire. Les gens ont pitié de moi en route. On me dit, ouais, ma fille, arrange bien le cou de l'enfant. Ma fille, porte bien l'enfant. Elle dit que, ouais, maman, le ventre est ballonné. L'enfant ne peut pas se coucher sur les épaules. Tu vois, l'autre vieille soulève la tête de l'enfant, ça tombe. Donc, je prie aux âmes de bonne volonté que, pardon, je vous supplie d'aider cet enfant pour qu'elle puisse retrouver sa guérison. Je vous supplie vraiment que vous aidez bébé Pauline pour qu'elle puisse retrouver une guérison, pour qu'elle puisse vivre comme d'autres enfants normaux. Ouais. Ok, alors on vous a écouté sans doute. Pour Brian aussi, vous avez un message. En fait, ici c'est votre caméra. Salut. Oui. En fait, avant que Brian ne naisse, je travaillais, je sortais. Je trouvais mon pain quotidien. Mais depuis que cet enfant est né, c'est devenu l'enfer. C'est la prison pour moi. Depuis plus d'1 an déjà. Donc, je suis là, peut-être quelqu'un pourrait dire que je n'ai pas l'air d'être misérable et malheureuse. C'est parce que je me dis qu'il faut que je me batte. Si je baisse les bras, personne ne peut le faire. Il n'y a que moi. Donc, je me suis sacrifiée pendant tout ce temps-là parce que je cherche la guérison de mon fils. Donc, quand j'arrive ici, c'est parce que ça m'a déjà dépassé. C'est-à-dire, je n'en peux plus. Mes épaules sont déjà assez fatiguées. Donc, c'est pour demander de l'aide à tous les Camerounais qui me regardent aujourd'hui pour que cet enfant-ci puisse retrouver vraiment la santé comme il faut. Bébé Brian. Oui, pour que bébé Brian trouve la santé et que moi aussi je sorte de cette prison-là parce que c'est pas facile d'être 1 an en prison comme ça. Je ne sais plus comment je peux sortir, aller avec des amis, rire et tout. Donc et mon fils aussi souffre comme ça. Donc j'aimerais que les âmes de bonne volonté qui m'écoutent ce soir puissent être touchés et qu'ils me viennent aussi en aide. Et par la même occasion, le bébé Brian. D'accord. Alors, vous aussi, pour Ange, la petite Ange divine, Oui, un message pour nos chers téléspectateurs. Oui, monsieur, je suis ici pour aujourd'hui pour demander de l'aide pour bébé Ange divine. Depuis qu'elle est née, elle n'entend pas, elle ne voit pas, elle ne parle pas, elle ne marche pas. C'est pour ça que je suis ici pour demander l'aide aux âmes de bonne volonté de m'aider. De m'aider pour que l'enfant puisse retrouver sa santé. Pour que l'enfant puisse aller aussi à l'école comme tous les enfants. Pour que l'enfant me décharge. Je suis vraiment fatiguée. Je suis fatiguée vraiment. Ça me dépasse. Ça me dépasse déjà, mes aînés. Ça me dépasse déjà. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi vraiment. Ça me dépasse. Ok, alors, sur ce plateau, il y a donc la petite Ange divine. Il y a également Brian qui est là. Et en même temps, il y a aussi la petite... la fille de Vanessa, vous voulez dire Pauline. Camo Pauline. Camo Pauline, qui est avec vous également. Donc ce sont les 3 cas que nous avons recensés en tout cas pour vous présenter ce soir. Leurs parents sont dépassés, impossible de vivre normalement. Ces enfants qui n'ont pas demandé à naître sont donc dans ces états, des pathologies différentes, des malformations congénitales. Voyez-vous, vous avez eu l'occasion de les écouter. Chaque parent a essayé d'expliquer comment est-ce qu'elle perçoit en tout cas la maladie de l'enfant. Et c'est sur ce plateau. Dans un instant, nous allons accueillir des experts. Mais avant cela, nous voulons vous inviter à découvrir donc le quotidien de 2 familles, 2 cas de ce soir rencontrés dans les villages et bien entendu quartiers de la périphérie de la ville de Douala. Donc comment et dans quel état vivent justement ces
famille. Difficile justement de répondre, mais seulement vous aurez l'occasion de découvrir à travers des images fortes et aussi des témoignages poignants. L'enquête est menée avec la caméra de l'inépuisable Samuel Tchoufa, chef opérateur de Regard Social, la voix de Xavier Foka et une touche particulière de Danny Warren. Juste après, nous allons accueillir nos invités. J'étais coincé que le problème de l'enfant, ça m'a complètement fait que je suis venu faire une petite chambre pour l'instant pour rester dedans en attendant comment ça peut faire. Et jusqu'à nos jours, ça me fait que s'augmenter. Je n'ai plus les moyens pour continuer les travaux. Parce qu'à l'heure, si je suis bloqué de tous côtés, même pour manger, ça me dépasse. Je ne sais même plus comment commencer. Et s'asseoir. Jusqu'à moi, nous-mêmes, on s'est étonnés, on a tout laissé à Dieu. On a dit que bon, Dieu, protège-la, fais comme tu peux faire, parce qu'on ne pouvait plus rien. Un enfant qui ne marche pas, ne parle pas, n'entend pas, il n'entend pas, il ne voit pas, franchement, il est sûrement écœuré. Donc nous avons vraiment, on était dépassés, on a marché partout, avant d'avoir l'issue de venir vous voir, Regard Social. Que les âmes de bonne volonté nous viennent en aide, franchement, pour cet enfant. Parce que ses égaux courent dehors, mais elle la stable. Sa mère ne prend pas le poids, elle est aigrie. Elle ne mange pas, elle a perdu l'appétit depuis que cet enfant est tombé malade. Donc nous ne savons pas vraiment. Si c'est la volonté de Dieu, nous ne savons pas. Mais nous prions, Regard Social. Marcher même, carrément, manque d'appétit. Elle a plusieurs problèmes aussi, en fonction de l'œil aussi, c'est ça. Et elle ressent tous les douleurs dans la nuit. Elle ne fait que pleurer, pleurer, pleurer. Je ne sais pas. Je fais tout ce que je fais. L'enfant ne comprend pas. On ne fait que démarcher partout, partout. On ne trouve pas de solution. Parce que là où elle a 2 ans, et elle ne peut même pas parler, ni entendre, ni voir. Les gestes, rien. Même pour boire, elle ne peut rien dire. Il faut que seulement nous on soit attentifs. À lui donner l'eau à chaque moment et donner aussi à manger. Vraiment de Dieu, j'ai dit les gens de bonne volonté de venir en aide à ma nièce afin que le Seigneur vraiment opère le miracle. Parce que je sais qu'elle est une bénédiction de Dieu et elle a un projet pour sa famille. Je sais que elle, j'ai l'assurance, j'ai la certitude qu'elle va marcher et elle va entendre, elle va voir, elle va parler. C'est pas nous aussi comme les enfants. Au lieu d'Imboko carrière, Vanessa traîne avec elle un enfant malade. La petite Pauline, âgée d'1 an, ventre ballonné, est née dans des circonstances quelque peu troubles. Son séjour dans le ventre de sa mère n'était pas tranquille. On dit que mon enfant souffre du kyste du pancréas. Qu'elle souffre du kyste du pancréas. On a fait l'échographie, mais elle a aussi les problèmes du froid. Elle a le froid volumineux. Quand elle pisse, c'est jaune. Quand elle fait les selles, c'est blanche. Elle a les yeux jaunes, la bouche jaune. Même le pied, c'est jaune. On dit que je suis partie faire l'échographie à la garnison militaire. On m'a dit que mon enfant souffre du kyste du pancréas. Et on croyait que c'était l'hépatite. On a fait le test d'hépatite. On n'a pas trouvé l'hépatite. On a fait que l'échographie avant de voir qu'elle souffre de ce kyste-là. Secouée parfois par des maladies,
Vanessa n'a pas pu rencontrer un seul spécialiste de la santé avant l'accouchement. Quand j'ai conçu l'enfant, j'étais menacée, j'avais toujours le palu, j'avais les nerfs, tout ça. Bon, quand mon mari, lui, il a trouvé un peu d'argent, je suis allée à l'hôpital, on m'a placé la perfusion. Quand on m'a placé la première perfusion, j'étais couchée. Subitement, j'ai constaté que le sang est en train de couler sur moi. Je me suis levée, ça s'est versé au sol. Là où j'ai retiré ma perfusion, j'ai décroché ma perfusion, je suis allée voir le médecin. Il m'a dit que je suis en train de saigner. Il m'a retiré la perfusion, il a dit que je parte me nettoyer à la maison. Il y avait toujours les palus. J'étais toujours à l'hôpital. J'ai fait 2 semaines. En 2 semaines, j'ai fait tout le mois de novembre où j'étais à l'hôpital. La jeune dame en location et qui occupe une chambre dégageant une odeur de pauvreté, avec le matelas jeté à même le sol, est menacée de libérer les lieux car elle cumule 4 mois de loyer impayé. Ça fait 4 mois, elle n'est pas encore payé la maison. La bailleuse est venue même pavader. Il a dit que ouais, maman, tu vois la situation de l'enfant. Il n'y a pas moyen, on demande l'opération, je n'ai pas. Elle s'est calmée, elle a vu la situation de l'enfant, elle s'est calmée. Nous sommes dans une chambre comme ça là. Donc pour le moment, je ne suis pas en train de payer même les factures, tout est comme ça. Quand ils viennent, des fois, l'autre jour, on a même voulu me couper la lumière. J'ai montré mes voisins qui ont cotisé l'argent et ils ont payé à ma place. Même tout est comme ça, tout, même l'eau. Ce sont eux qui payent, je suis seulement là comme ça, là. Eux m'aident seulement comme ça, là. Même pour manger, sont eux, avec mes frères et mes soeurs. Comble de malheur, le géniteur de la petite Pauline âgée d'1 an a fondu dans la nature après avoir constaté que sa fille porte une maladie grave. Le papa de l'enfant est parti au moment où je suis partie faire l'échographie et je suis rentrée. Et on a dit que l'enfant avait le problème du kyste du pancréas et qu'il fallait l'opération. Bon, c'est là où alors il a senti que ses forces ne pouvaient pas. Il est parti. C'est à ce moment-là qu'il m'a laissé avec l'enfant, il est parti. Et depuis qu'il est parti, il n'est plus revenu. Jusqu'à aujourd'hui, il ne l'est plus vu. Non, son numéro de téléphone, ça ne passe pas. Vanessa, la maman de Pauline, vit grâce au soutien des voisins, elle aussi impuissante face à la souffrance qui traumatise la petite Pauline, qui respire à peine. Depuis qu'elle est là avec l'enfant, bon, elle nous a posé son problème. Et nous-mêmes, nous voyons comment est-ce qu'elle vit avec l'enfant et nous ne pouvons que lui venir en aide. Même la bailleresse a déjà compris. Et quand les factures de lumière, d'électricité viennent, bon, on essaye de gérer avec elle à notre niveau. Parce que vraiment, il y a même des nuits où elle ne parvient même pas à dormir avec cet enfant. Donc tellement elle est menacée. L'enfant n'a même pas de poids, mais c'est le ventre de l'enfant qui pèse, oui. Donc parfois elle nous appelle, elle dit venez voir comment les veines sortent sur l'enfant, venez voir et tout et tout. L'enfant même ne parvient même plus à s'asseoir parce que l'enfant n'a même plus les fesses pour s'asseoir. Elle fait seulement coucher l'enfant. Chaque jour, elle vient chez moi, chaque matin, elle passe toutes les nuits à la maison. Quand elle voit l'enfant pleure trop. Chaque jour, l'enfant est toujours en train de pleurer. Quand elle fait les selles, c'est blanche et les yeux jaunes. Donc, moi, on est à dépasser. On est à dépasser. Pardon, Dieu se manque pardon. Que les gens ne sont volontaires nous aident avec cet enfant. Avec ça, c'est please. People of Cameroon, help us with this baby. This baby is suffering. She's suffering every day and night. We're not sleeping every day and night. Every day and night, the baby is crying. You feel the pains every day and night. Donc, I say, people of Cameroon, help us, please. Regard Social tente de comprendre avec des experts le phénomène de ces enfants qui naissent avec des malformations.
Ce sont là un peu les deux cas, en tout cas, comme échantillon que nous avons recensé pour vous présenter ce soir, y compris Brian également qui était sur ce plateau. Plusieurs autres familles sont également pratiquement dans la même situation, les familles recensées aussi dans le cadre de cette émission Regard Social. Et pour ce soir, nous allons tenter de comprendre un peu le phénomène, pourquoi autant d'enfants qui naissent avec des malformations congénitales. De toute façon, avec nous sur ce plateau, Dr Monkam Audrey, bonsoir. Bonsoir Monsieur Ndongo, bonsoir à tous. Vous êtes médecin, spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux. C'est-à-dire que vous êtes cardiologue. Exactement, je suis cardiologue. En même temps, vous travaillez pour l'hôpital La Quintini de Douala. Oui, tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Okay, merci à vous. Vous êtes une maman avant d'être médecin. Oui. Et quand vous regardez ces images, qu'est-ce que vous dites? J'ai vraiment le cœur meurtri et je compatis vraiment à la douleur de ces mamans parce que je sais que ça doit être vraiment très très difficile pour elles. Elles n'ont quasiment pas de vie sociale et professionnelle. Elles doivent assister leurs enfants en permanence. Et c'est des cas assez compliqués. Donc c'est des cas assez compliqués. Donc on va ce soir essayer de réfléchir ensemble pour trouver une aide. Merci d'être là ce soir. Également avec vous, Dr Joachim Noël. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ndongo. On ne va pas dire que vous êtes un habitué. Vous venez parce que c'est des cas aussi sérieux. Et parce que votre spécialité vous oblige également à prendre part à ce rendez-vous et surtout que vous aurez l'occasion de nous expliquer davantage de quoi il est question. Je rappelle que vous êtes pédiatre et neuropédiatre, consultant en neurologie pédiatrie à l'hôpital La Quintini de Douala et vous êtes en clientèle privée. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est vous qui faites le choix des cas et des intervenants. C'est vous qui estimez quand on peut être utile. Donc, pour ces 3 cas, on aura l'occasion d'en parler. Mais c'est des cas assez édifiants, assez difficiles et aussi pas faciles à élucider. On aura l'occasion d'en parler avec les collègues sur le plateau. D'accord. Merci d'être venu encore sur ce plateau pour partager avec nos chers téléspectateurs et aussi ceux qui sont avec nous sur ce plateau. Docteur Ndembe Paul, bonsoir. Bonsoir Fabien, bonsoir chers auditeurs. C'est vrai que nous sommes à la télé. Bien chers téléspectateurs, bonsoir. Ça faisait longtemps que vous n'étiez plus passé par ici. Écoutez, beaucoup d'occupations. C'est toujours un moment particulier d'être avec vous pour pouvoir échanger et pouvoir apporter notre contribution. Je rappelle que vous êtes médecin pédiatre, ancien médecin public, désormais en clientèle privée. Vous êtes le président national de la Société camerounaise de pédiatrie et vous revenez fraîchement de Kribi. Vous étiez donc en congrès, c'est ça? Oui, c'est vrai. Nous avons eu notre 15e congrès de la Société camerounaise de pédiatrie. C'est une vieille société savante de plus de 33 ans qui s'est tenue du 20 au 23 novembre 2019 à Kribi, dont le thème était réduction de la mortalité infanto-juvénile. Pour être un terme simple, nous avons réfléchi sur comment réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans pour que le public comprenne. Parce que les cas que nous avons ce soir sont vraiment pathétiques et la mortalité des enfants, c'est des enfants qui ont moins de 5 ans, sont quand même alarmants. Et si je ne prends que les personnes, les enfants de moins d'1 an, il y a 48 pour 1000 enfants qui risquent dans notre pays de ne pas fêter le premier anniversaire. C'est quand même énorme. Et nous avons 79 enfants sur 1000 qui finalement n'atteignent pas 5 ans. C'est quand même quelque chose de grave. Et tout ceci parce qu'il y a beaucoup de facteurs confluents. Nous avons un cas les cas sur le plateau où nous avons déjà une problématique d'absence de médecins sur le terrain, surtout les pédiatres, une problématique d'absence de structure réellement pour pouvoir le faire, une problématique d'absence des matériels d'évaluation du diagnostic et bien sûr l'éternel problème des personnes qui n'ont même pas les moyens pour vivre déjà au quotidien. Ce qui est vraiment totalement pathétique parce que si les gens n'ont même pas les moyens de subsistance comme on l'a vu dans votre documentaire, je vous assure, c'est très difficile d'affronter ce type de problème. Et surtout, ce qui était écœurant d'après ce que j'ai vu, c'est que ce sont des personnes abandonnées, et sinistrées. Et vraiment, je suis complètement écœuré. Et par rapport à ça, peut-être qu'on y reviendra. Oui, mais je voudrais savoir, tout comme les téléspectateurs, vous êtes combien de pédiatres pour tout le Cameroun?
Écoutez, c'est c'est difficile à dire. Un pays de plus de 20 millions d'habitants, l'annuaire qui est sorti il y a quelques jours affiche exactement 166 pédiatres. Alors, si vous faites la soustraction de ces 166 pédiatres, vous verrez qu'il y a 40 pédiatres qui ne sont pas au Cameroun, mais les Camerounais sont dans l'annuaire. Ils sont en France et en Guyane, ils sont dans le reste du monde parce qu'effectivement, on n'arrive pas à les retenir. Et le reste des 120 pédiatres, vous les trouvez, et certains qui sont retraités, d'autres qui ne travaillent pas, d'autres qui sont au ministère. Donc les pédiatres actifs dans ce pays, ils n'atteignent pas 80. Ce qui est complètement une goutte d'eau dans un pays aussi grand. Et c'est pour cela que nous sommes effectivement comme dans un combat où nous sommes perdants. Si nous n'avons pas de stratégie nouvelle, et c'était notre réflexion, nous allons perdre le combat réel. Et le combat, je le disais, il est sur plusieurs fronts. Excusez-moi de parler d'une de ces résolutions que nous avons dans ce congrès, c'est qu'on s'est rendu compte que si on va à cette vitesse-là, bientôt, les pédiatres, la plupart, si on fait des statistiques, plus de 60% ont dépassé 50 ans. Ça veut dire que c'est une espèce en voie de disparition. On a décidé de faire une motion au chef d'État, certainement qui doit lui être parvenu à son bureau, c'est qu'il faudrait au moins que la formation des pédiatres en spécialisation soit de 200%, parce qu'on forme à peu près aujourd'hui une dizaine de pédiatres par an. D'accord. Alors pour atteindre le gap, vous comprenez très bien que les enjeux sont énormes. Et le combat est déphasé, mais c'est pour ça qu'une telle émission nous donne l'occasion effectivement de voir quelles propositions nous pouvons faire avec le public pour essayer de combler ces gaps-là. D'accord, merci. Vous avez parlé des problèmes des enfants et nous allons évoquer, en tout cas vous aurez l'occasion de nous dire un peu qu'est-ce qui arrive à ces enfants-là, quelles sont les causes véritables qui entraînent justement des malformations que l'on découvre chez les enfants de moins d'1 an, moins de 5 ans en général. Et avec nous également sur ce plateau, Dr Denis Samuel Kafunda. Bonsoir. Bonsoir Flavien. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Regard Social. Merci. Vous êtes gynécologue obstétricien. Exactement. Je voulais ajouter spécialiste de la procréation. Exactement. Voilà. Tout ce qui concerne la femme, en tout cas, j'allais dire, je l'ai même déjà dit. Oui. La procréation, voilà. Donc, de la fécondation jusqu'à la ménopause. Jusqu'à la ménopause. Votre micro. Ah, d'accord. D'accord. Alors, donc, oui, il passe bien, ce micro. Oui, à côté d'être médecin, comme j'ai posé la question tout à l'heure, vous êtes un parent. Alors, vous avez regardé ces enfants. Oui. Oui. C'est écœurant. Vous savez, quand on est dans la pratique médicale, depuis tant d'années, je peux vous dire malheureusement que les cas que nous voyons, c'est du quotidien. C'est des cas que nous voyons tous les jours, depuis plusieurs années. En fait, il y a deux volets qu'il faut voir dans l'histoire. Et vous et moi, depuis pratiquement 20 ans maintenant, avant, vous étiez encore plus jeune, j'ai commencé ces campagnes d'éducation, information et communication. J'étais dans la ville de Marois, où j'étais dans le privé, où je voyais la misère au quotidien. Et à cette époque, avec certains amis, nous avions décidé de faire une ONG qui s'appelait ODESA, Organisation pour le développement éducatif, social et sanitaire. Parce que nous avions pensé qu'il fallait aller au bout de la chaîne, c'est-à-dire commencer par l'éducation, l'information de nos populations, de telle sorte que des cas comme mon ami Paul Ndembele disait, d'information, maintenant si on arrive au niveau où on doit maintenant former les spécialistes, on peut déjà commencer par le départ à éduquer nos populations en ce qui concerne le suivi de grossesse par exemple, l'hygiène par exemple, les milieux par exemple, l'environnement par exemple. Il y a tellement de choses qui peuvent expliquer ce genre de malformations qu'on voit chez les enfants, dans notre environnement, dans notre milieu, dont la population n'a même pas conscience. Il faut commencer par le début. Je pense qu'on va y arriver. Hein, Paul, on va y arriver. On va y arriver. Hein? C'est un engagement. C'est un engagement. Oui. Alors, nous avons quelques échantillons. Je vais dire des cas que nous avons présentés ce soir. Il y en a
assez, vous voyez bien. Donc, même si ces cas ne sont pas sur ce plateau, c'est des parents qui sont cloîtrés quelque part, qui n'ont même pas le courage de sortir, qui n'ont même pas la force de pouvoir s'exprimer, parce que qui n'ont même pas les moyens, comme n'ont même pas de moyens de se tout à l'heure. déplacer. Raison pour laquelle nous sommes allés dans quelques familles pour dénicher quelques cas qui se sont présentés à nous. Et vous avez vu, mais maintenant il est question de comprendre un peu pourquoi, de plus en plus, on voit bien des femmes qui accouchent des enfants malades. Oui. Alors, moi je dirais que nous avons un peu plus la possibilité maintenant de rentrer en contact avec la population et de savoir ce qui se passe. Parce qu'ailleurs, il y a peut-être une vingtaine d'années, les sorciers avaient bon dos. Hein? J'ai entendu dans les reportages une dame à qui on a tout dit, il fallait aller, il y avait les serpents, il y avait ceci, il y avait tout cela. Beaucoup de gens ont oublié que la population s'est agrandie énormément depuis 20-30 ans. D'accord? Ce qui fait que même les petits cas qui étaient cachés dans les villages, que ne voyaient que les praticiens, ou bien les infirmiers des petits centres de soins primaires, arrivent maintenant en nous. Il y a la communication maintenant qui nous permet de savoir que ces cas existent et ont toujours existé. Ce n'est pas pour rien que la politique qui a été engagée il y a quelques années dans le pays, d'étendre les soins de santé primaire à tous les niveaux, à commencer par les petits hôpitaux, les centres de district, ainsi de suite, pour remonter vers le haut. Vous allez me parler à moi, un gynécologue, par exemple, des cas de ces malformations. Toutes elles sont congénitales. Hein. Je n'ai pas vu une malformation héréditaire dans tout ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, les causes viennent d'abord de ce qui a été vécu durant la grossesse. Que ce soit avant la grossesse, au moment de la fécondation, durant les suivis. Et quand ces enfants sont nés, il n'y a personne ici parmi les mamans qui m'a dit avoir fait un diagnostic anténatal. C'est-à-dire voir un peu comment l'enfant était pendant qu'il était dans son ventre. Tout leur est arrivé comme ça à la fin, à l'accouchement. On constate qu'il y a des problèmes et puis il faut maintenant revenir en arrière pour aller rechercher quelles seraient les causes, ainsi de suite. Les causes sont là avec nous dans notre milieu, dans les causes acquises, tératogènes. Qu'est-ce que nous mangeons? Qu'est-ce que nous buvons? Quel est notre milieu? Où est-ce que nous vivons? Comment nous nous soignons? Comment nous sommes protégés? Comment les femmes sont dépistées pendant leur grossesse pour écarter les maladies qui sont responsables, la plupart de ces maladies congénitales. Congénitales, elles sont nées avec ça. Une maman a dit tout à l'heure qu'elle ne fume pas, elle ne boit pas, mais elle ne comprend pas. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. J'ai même entendu, je crois que c'était elle, qui a dit qu'il y a des moments où ces consultations n'ont pas été suivies normalement. Hein? On est d'accord là-dessus. Est-ce qu'on a fait tous les tests de bilan prénatal à ces dames pendant leur grossesse? Au moment où on a fait des échographies, j'ai déjà été sur votre plateau, où on voyait une échographie où quelqu'un avait écrit n'importe quoi. Ils ne comprennent même pas ce qu'il analysait. Est-ce qu'on a fait des échos pour dépister des malformations à l'âge où ça doit être fait? Entre 20 et 22 semaines. J'en suis pas sûr. Je pose toujours cette question avec insistance. Très chaque bien. fois qu'il y a un gynécologue ou quelqu'un d'autre sur ce plateau, un spécialiste. Oui. Pourquoi on n'arrive pas à détecter aussi facilement une pathologie chez un fœtus? Mais je l'ai dit, il y a des moments où il n'y a pas de dépistage qui sont faits. Commençons par les examens qu'on fait d'habitude aux femmes qui sont enceintes, ou dépister les maladies qui sont susceptibles d'entraîner ces malformations. Est-ce que tout le monde fait ces examens? Je n'en suis pas sûr. Est-ce que tout le monde a le moyen de faire une échographie pour chercher ne disons pas les malformations, mais la morphologie? Comment est-ce que le fœtus s'est formé? À la période où il faut le faire, tout le monde n'a peut-être pas ce moyen. Et qu'on arrive maintenant, par exemple, dans les suivis de grossesse, à ne pas se rendre compte que la maman a un problème de poids, a un problème de tension, a peut-être d'autres tests qui devaient être faits à un moment pour dépister, on n'a pas trouvé. Mais quand on arrive à la naissance, les pauvres pédiatres sont là avec moi, quand ils reçoivent les bébés à la naissance, ils peuvent constater immédiatement qu'il y a des malformations qui ont échappé à la vigilance durant la grossesse, mais il n'y a plus rien à faire, hein, Paul Ndembe, il n'y a plus rien à faire à ce moment-là. Il faut prendre la décision à partir de la naissance. Heureusement, ils sont toujours là pour voir maintenant comment orienter les enfants. Vous avez entendu la plupart des dames qui étaient là,
elles ont tourné dans les petits centres, et puis on les a envoyées à Tcha et n'importe quoi. Et puis après, ils sont arrivés à des structures qui pouvaient dépister, on leur a dit que c'était trop tard. Donc, alors, puisque vous parlez des petits centres, c'est dire que dans ces centres-là, il n'y a pas de personnes qualifiées pour pouvoir déceler. On ne peut pas avoir des personnes qualifiées partout. C'est impossible, le pédiatre le dit, les gynécologues, je dirais la même chose. Nous ne sommes pas comptés, nous sommes peut-être un peu plus nombreux que vous, mais nous ne sommes pas partout. Nous ne sommes pas dans les petits centres, nous ne sommes pas dans les petites villes. Nous sommes concentrés tous dans les grandes villes, dans les 3-4 grandes villes du Cameroun. Et en ce moment-là, excusez-nous, ceux qui sont excentrés, ceux qui sont dans les zones rurales, n'ont pas toujours la chance d'être à côté d'un spécialiste. Et encore, un spécialiste peut être là-bas, ne pas avoir du matériel adapté. Qui est le spécialiste qui a la possibilité, madame, de faire une écho-cœur? C'est pas moi, dans une localité excentrée de notre pays. Qui? Aminta, par exemple. Par exemple. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Oui. Docteur Paul Ndembe, on parle des enfants. Et vous sortez de Kribi où vous avez évoqué des problèmes des enfants. Cherchez à trouver, je voulais dire, des solutions pour essayer de diminuer, même si vous ne pouvez pas totalement arrêter la saignée aujourd'hui. On voit que de plus en plus, les enfants naissent avec des problèmes de malformations. Oui, disons, le docteur Kafunda a essayé d'égrener un certain nombre de chapelets, de causes. Il est important de dire, et il a fait le tour, que ce qu'on mange avant la grossesse, pendant la grossesse. Et je crois dans une émission, j'ai beaucoup insisté sur l'alcoolisme de nos populations. Les gens boivent de l'alcool et les femmes aussi. L'alcool est un des premiers facteurs de malformations congénitales. Ça, c'est évident. Une autre cause de ces malformations, c'est la prise intempestive des médicaments. Que ce soit des décoctions naturelles, parce qu'on est maintenant les spécialistes de la naturopathie, que ce soit les médicaments occidentaux, ces médicaments, ils appellent en anglais poison. Ce sont des poisons. Et lorsqu'on les prend comme on le veut, en automédication, parce que le voisin l'a donné, ces éléments vont perturber la formation du bébé. Il faut se dire que le bébé, il est invisible à la naissance. Parce qu'il s'agit d'un œuf d'une femme invisible, avec, je ne sais pas quoi, un spermatoïde, un tétard invisible. Et c'est celui-là qui va se découper, se multiplier pour devenir, former tous les organes et qui doivent se mettre en place. Si nous avons de l'alcool, si nous prenons n'importe quel médicament, cela peut perturber sur cela. Sans compter le mode de vie, comment est-ce que nous dormons, qu'est-ce que nous respirons, nous préparons, nous sommes dans les endroits de fumée. Tout c'est ce qu'il a parlé des toxines tout à l'heure. Donc la population aussi doit se rendre compte qu'il est important qu'ils se prennent en charge. Lorsqu'on conçoit un enfant, on doit se dire que l'enfant se réfléchit avant même la conception. Donc on doit avoir un mode de vie pour pouvoir avancer. Le neuropédiatre prendra la parole tout à l'heure pour expliquer les complexités effectivement de la formation du cerveau. Autre chose, c'est qu'il faudrait se dire que quand on n'a pas les moyens, il faut s'organiser. Et c'était une de ces réflexions au congrès de Kribi. Nous ne pouvons pas avoir, comme Dr Kafuna l'a dit, les médecins partout, les spécialistes partout. Ce n'est pas possible. Nous sommes d'abord un pays pauvre. Mais on peut faire des choses. Il faudrait qu'on siffle. Et là, je regarde le jeune ministre de la santé publique qui bouge et même les autorités qui sont supérieures. Il faut qu'on siffle la récréation dans les soins, surtout les suivis des femmes. Et Dr Kafouda va bien m'écouter. N'importe qui ne peut pas suivre les femmes. Par contre, on peut former n'importe qui pour qu'il suive une grossesse en fonction des critères. C'est-à-dire, je suis, je ne sais pas où, dans un quartier défavorisé, je suis dans un village, je suis matrone même, ou infirmier ou médecin, avec telle grossesse, je m'arrête là. Je ne peux pas suivre une grossesse une femme qui a un diabète, qui a une hypertension, qui a ceci. Je dois pouvoir m'arrêter. Les femmes ne devraient pas accoucher n'importe où. Il faudrait qu'on commence aussi à dire que le docteur Kafuna a été très gentil tout à l'heure. Les échographies dans ce pays sont devenues des fonds de commerce où on croit que c'est des prises de photos. Non.
l'échographie qui montre la forme de l'enfant, il faut une formation pour ça et tout le monde ne peut pas le faire. Il faudrait que l'État réagisse et donner des agréments aux gens qui doivent pouvoir faire ce type de choses. Vous savez quand même que le ministre est dans la logique de la modernisation des soins. Oui, mais la modernisation ça passe par là. Dire à quelqu'un que monsieur, vous pouvez prendre telle personne et lorsque vous voyez tel signe, vous passez la main. Vous passez la main. Passer la main fait partie des soins, savoir s'arrêter. Parce que soit vous n'avez pas la compétence, soit vous n'avez pas la structure, soit vous n'avez pas le matériel, soit vous ne pouvez pas suivre. Et malheureusement, on est dans un pays où l'anarchie est totale. Chacun fait comme il veut, comme il pense, il ouvre sa structure, il décide de faire tout ce qu'il veut et on le regarde. Et c'est ça le problème de notre pays. Vous êtes membre de l'ordre des médecins. Est-ce que vous évoquez le sujet? Mais attendez, l'ordre des médecins ça a toujours été le dada de l'ordre des médecins d'organiser la pratique des soins. Aujourd'hui, on donne l'agrément aux infirmiers qui ouvrent les centres, aux médecins qui ouvrent des centres. Je suis désolé, nous-mêmes, nous pouvons ouvrir les centres et nous les ouvrons même, mais nous savons nous arrêter. Il s'agit de faire ce qu'on sait faire. Il ne s'agit pas de dire je fais tout. On met un tableau, on dit qu'on fait tout. Et si nous acceptons dans un pays que les gens fassent tout, nous allons avoir une ratatouille qui ne va pas donner. Et les cas comme ça, ils ne vont pas diminuer. Je suis désolé de le dire. Ils vont plutôt augmenter. Et nous n'aurons nos yeux que pour pleurer. Et le neurologue va vraiment parler. Lorsque un enfant, les premières années sont des enjeux, on a un enjeu terrible. Le développement du cerveau. Parce que nous tenons à notre cerveau. Si nous perdons on appelle ça chez nous les 1000 premiers jours, c'est-à-dire dès la conception jusqu'à 2 ans, si nous n'avons pas tous les éléments d'un enfant pour grandir, il va grandir, sera peut-être pas un légume, mais à un moment donné, il n'aura pas toutes les capacités. Quel Cameroun ferons-nous pour nos enfants, disait le chef de l'État une fois? Si ces enfants ne sont pas bien encadrés, nous n'aurons pas des gens qui vont prendre la relève de ce pays. Et nous n'aurons que des yeux où des pays qui sont à côté de nous viendront nous coloniser. Ah oui, pas les Européens, même les pays africains, parce qu'ils auront pris le dessus sur nous, parce que tout se passe dans l'intellect. Donc, il y a des choses à faire, Flavien, il y a des choses que nous devons organiser, et il dépend de nous d'organiser cette santé. Nous sommes dans l'anarchie vraiment parfaite, et on ne peut pas construire un pays avec des personnes en bonne santé de cette manière. D'accord. Alors, docteur Jacques, il y a, lorsque l'enfant, je veux dire le fœtus a échappé à la première phase, c'est-à-dire son séjour dans le ventre de la maman, il sort et il atterrit entre vos mains. Vous êtes pédiatre et neuropédiatre en même temps. C'est dit que, est-ce que tout de suite on peut déceler qu'il y a l'anomalie chez l'enfant au moment où il sort de son ventre? Oui, un bon nombre de cas sont détectés à la naissance, en termes de malformation somatique au niveau du corps de l'enfant. Un examen rapide peut déjà montrer certaines choses. Si l'enfant a une petite tête, par exemple, on va tous le voir. Si l'enfant a un membre qui n'est pas bien formé, si l'enfant a une anomalie, par exemple des organes génitaux externes, ça se verra. Si il y a un médecin ou bien un pédiatre qui lance un coup d'œil, lorsque tu vas voir que ce cœur-ci ne va pas très bien, il va détecter soit un souffle, soit pourquoi pas une cyanose. Il y a des choses qu'on peut voir dès la naissance, pourvu qu'on ait quand même pris un peu de temps pour regarder, lancer un coup d'œil et être attentif. Auquel cas, si on dépiste quelque chose, on est donc amené à le référer au collègue pédiatre ou au néonatologiste qui peut effectivement prendre l'enfant en charge. Donc on peut bien faire des diagnostics, n'est-ce pas, en salle d'accouchement, pour ne pas dire dans les 24-48 heures qui suivent la naissance. C'est possible. Des choses plus compliquées, il faudrait avoir le pédiatre. Mais la sage-femme déjà est formée pour voir des choses vraiment très visibles et évidentes à la naissance. Alors on a écouté les femmes, les témoignages tout à l'heure, mais aucune ne dit, en tout cas, elles disent que c'est après un certain moment qu'elles découvrent que les enfants sont malades. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est également des moments qui ont échappé à certains médecins. Voilà, tout dépendra donc de la nature de l'affection que l'enfant présente. Le cas de notre enfant, je crois c'est Brian, qui à 6 semaines a commencé un problème respiratoire. Et il a été interné dans un hôpital pour des missionnaires ici à Douala. C'est parce que c'est à cet âge-là que certains signes, certains symptômes se présentent chez l'enfant. Avant, ce n'est pas évident que l'enfant ait ces symptômes. Et l'enfant a eu ces problèmes-là à 6 semaines, on l'a interné pendant 16 jours, comme j'ai suivi. Et à la fin, on parle de péricardite, par exemple. Et ce qui n'a pas été confirmé, je crois que la cardiologue elle est avec nous ici,
Moi, je penserais plutôt vers un problème cardiaque qui est congénital, mais qui a des signes qui se manifestent dans les premières semaines de la vie. Pas tout de suite, mais dans la suite. Vous voyez que même jusqu'à présent, l'enfant continue à avoir des problèmes respiratoires. Ça veut donc dire que ce n'était pas une péricardite ni une bronchite. Moi, je pense que cet enfant-là a un problème d'un shunt, une communication entre les deux cœurs, gauche et droit. Le cœur gauche étant le cœur qui a le sang oxygéné, le cœur droit a le sang non oxygéné. S'il y a une communication, le sang qui est au cœur gauche qui est oxygéné, la pression étant plus forte, va vers la droite et surcharge le cœur droit. Le cœur droit étant en communication avec le poumon. Il y a donc le reflux, il y a donc en amont une stase qui, à longue, va donc créer des problèmes respiratoires. L'enfant va avoir des problèmes de toux, des bronchites, mais ce n'est pas le poumon qui est à l'origine ou à la base, mais c'est le cœur qui est touché. Cet enfant, moi, je pense qu'il a un problème de cardiopathie congénitale. Les cardiologues ils vont confirmer ça. Il y avait une chaîne sûrement gauche, peut-être une CIV, je ne sais pas. Donc il y a des maladies qui vont se déclencher au fur et à mesure, pas à l'uniforme qu'on va tout voir. Ce qui est visible au niveau du corps, au niveau somatique, c'est visible, c'est clair. Mais les maladies, tout dépend des organes, des systèmes. Le cœur, le cerveau de l'enfant se développe au fur et à mesure. Il y a certains signes qui vont attendre 6 mois pour se présenter. Par exemple, tu pourrais même savoir si l'enfant a un retard pour s'asseoir, s'il n'a pas 6 mois au moins ou 7 mois. Donc parce qu'avant 7 mois, avant 6 mois, tu ne peux pas dire que l'enfant a un problème pour s'asseoir. Puisque vous parlez du cas de Brian, par exemple, sa mère dit que l'enfant a un problème au niveau de la tête. C'est dit que, parce qu'elle dit que le médecin qu'elle a rencontré, il a dit que le cerveau n'a pas atteint sa maturité avant la naissance. Oui. Je vais donc prendre ce cas particulier qui est un cas vraiment assez complexe. Cet enfant a 2 problèmes. Effectivement, il a un retard psychomoteur. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas en train de se développer comme ça c'est vrai. Il y a un retard et donc on suppose que tout part du cerveau. Il est possible que le cerveau ait effectivement des zones moins développées, des zones qui n'ont pas atteint de maturité, n'est-ce pas, totale. Donc c'est ce qui peut expliquer le retard que l'enfant a. Mais il a un problème qui est, comme je l'ai dit, le problème cardiovasculaire, cardio-respiratoire. Cet enfant a donc 2 problèmes qui doivent être vraiment très très bien élucidés. Il est question de faire une échographie par des gens vraiment habilités, spécialisés, écho de l'enfant, écho de l'enfant, la cardio est là. C'est pas tout le monde qui peut faire l'écho de l'enfant et s'en sortir. Quand j'entends péricardite, moi je suis un peu réservé, mais franchement, il faut des médecins ayant eu une expérience au niveau de l'écho de l'enfant pour faire l'échographie là. L'écho Doppler, pourquoi pas, elle va nous dire. Et puis, à partir de là, on va voir s'il y a un problème malformatif confirmé et orienter l'enfant vers le cardiopédiatre éventuellement, mais le cardiologue, pourquoi pas, en cas de besoin pour gérer ces cas. Maintenant, le problème neurologique, on va le suivre. L'IRM a été fait plus du poids, bien le scanner a été fait. Si l'enfant est traité au niveau du cœur, il ne restera que le problème neurologique de suivi. C'est un suivi au long cours. L'enfant est suivi au long cours, on va l'aider à s'améliorer, à progresser, à s'avancer. On ne pourra pas dire qu'on est sûr d'arriver à un résultat à 100%, c'est très difficile. Mais on peut l'amener à progresser, à s'approcher le plus possible de l'enfant qui n'a pas de soucis. C'est un suivi à très long cours. Très bien. Alors, docteur Monkam, vous êtes cardiologue et on a entendu, j'entends docteur Jacques insister que la cardiologue va nous dire un peu qu'est-ce qui ne va pas. Il y a quand même 2 cas. Il y a la petite Pauline qui a un ventre ballonné, on voit bien qu'elle respire à peine. Il y a Brian aussi qui respire à peine en même temps, mais avec, comme dit Dr Jacques, un problème au niveau de son cœur. Oui. Apparemment, vous constatez ça? Oui, je suis d'accord. Alors moi, je suis cardiologue à tendance pédiatrique. Voilà. J'exerce à l'hôpital à Quintigny aussi en clientèle privée. Oui, en effet, le fait que dès les premiers mois de la vie, il ait du mal à respirer, la maman décrit en fait qu'il sue même. Il a souvent de la sueur sur le front quand il s'alimente. Cela nous montre qu'en effet, il y a une souffrance cardiaque certainement. Alors une péricardite, à cet âge-là, moi aussi j'ai mis un commentaire réservé. En général, c'est un peu plus tard et il faut être dans un certain environnement avec des infections et tout. Donc oui, il devrait bénéficier vraiment d'une échographie cardiopédiatrique vraiment bien comme il faut, vraiment faite par des cardiopédiatres de préférence pour avoir Qui peut faire l'échographie?
Ou qui est habilité à faire l'échographie? Un cardiologue, oui, un cardiologue, mais bon, avec tendance pédiatrique, tout simplement. D'accord. Et on le fait, bon, à l'hôpital général, ça se fait. À l'hôpital à Quintigny, ça se fait aussi. D'accord. Même au centre Padre Pio, à Aquanor, il y a un cardiopédiatre. Donc, parce que entendre, écouter Dr Jacqueb et bien d'autres aussi, on a l'impression que c'est monsieur tout le monde qui fait. Non, je suis d'accord avec Dr Kafanda qui disait tout à l'heure qu'on n'a pas forcément d'emblée accès aux spécialistes, voire aux sous-spécialités. Parce que là, la cardiopédiatrie, c'est une sous-spécialité de la cardiologie. Donc, ce n'est pas tous les cardiologues qui font forcément des échographies chez les enfants. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai cité quelques centres, en fait, où c'est possible de les faire et avec les compétences requises et avoir un diagnostic qui est bien, voilà, bien précisé pour faire avancer les choses. Et il faut savoir que les malformations cardiaques sont à rechercher chez tous les enfants qui ont un syndrome polymalformatif, ce qui est le cas de Brian, et d'ailleurs de tous les enfants, de tous ces enfants qu'on a présentés. C'est-à-dire, souvent on peut avoir une malformation au cerveau, mais aussi le cœur souffre, et ça semble être le cas de Brian en particulier. Vous avez fait le même constat qu'il existe plus d'enfants ces derniers temps qui naissent avec des malformations? Oui, je pense que, moi je suis au Cameroun depuis 2 ans à peu près, et pour les cas que j'ai vus, il y en a quand même assez souvent en consultation, on en constate assez souvent sur 100 échographies que j'ai eu à faire en 2 ans chez les enfants. Environ 30% quand même, c'est des cas d'enfants malades, des cœurs malades. Oui. Oui. Il y a la petite Pauline aussi. La petite Pauline, alors elle, je pense qu'il faut qu'elle bénéficie d'une échographie cardiaque juste parce qu'elle a une polymalformation aussi. Mais ça semble être plus obstructif, c'est-à-dire le fait qu'elle ait cette surcharge, ce ventre ballonné, qui doit obstruer certainement son muscle respiratoire et l'empêcher de bien respirer. Mais bon, une échographie nous confirmera cela ou pas. Alors, ce sont des cas que nous avons présentés ce soir. C'est vrai que Dr Ndembe, c'est quand même des situations que l'on devrait solutionner dans le cas où on découvre à temps ces malformations. Oui, c'est possible. Quand on prend les choses de manière précoce, on augmente les chances effectivement de survie. Mais il faut se prendre à temps. C'est vrai qu'il y a certaines malformations pour lesquelles il faut une technologie particulière quand même. Je voudrais prendre le cas de cet enfant qui a eu un ventre très, qu'on a vu tout à l'heure. Et la mère dit qu'il pisse jaune et que les selles sont blanches. Ça voudrait dire quoi? Mais ça voudrait dire que, pour être un peu simple, le foie va sécréter, on peut dire, la bile. Cette bile participe également à la digestion, donc elle va se déverser au niveau de l'intestin pour digérer les aliments. Et c'est cette bile qui donne la couleur au sel. Ça veut dire que la bile, en réalité, ne s'écoule pas pour arriver au niveau de l'intestin. Et cette bile demeure donc au niveau du foie, elle va donc passer dans le sang. C'est pour ça que cet enfant est tout jaune. Et bien sûr, ça veut dire qu'il y a une perturbation au niveau du foie. Le foie qui est gros, certainement, même le sang qui quitte l'intestin pour aller au cœur passe par le foie. Mais ce foie, il y a une perturbation. Et le sang ne va pas passer par là. Il va chercher d'autres voies. C'est pour ça que vous voyez le ventre qui est gros et les vaisseaux qui sont sur le ventre. Pour dire qu'on peut faire des choses. Mais là, c'est vrai, les parents attendent beaucoup, ils ont fait un appel, mais peut-être ça peut nécessiter des choses encore plus grandes, au-delà. Parce que quand il y a telle obstruction, ça demande des centres spécialisés pour pouvoir faire une telle chose. Il faut d'abord voir si c'est obstrué, parce que les obstructions sont de plusieurs ordres. Est-ce que les obstructions sont à l'intérieur du foie? Parce que dans le foie, il y a beaucoup de canaux qui vont regrouper vers la vésicule, si je peux dire ça comme ça, grossièrement, pour que les téléspectateurs voient, ou bien c'est à la sortie. Et si on a une obstruction à ces endroits, si c'est une tumeur, on peut l'enlever. Mais si ce n'est pas une masse qu'on va enlever et que c'est comme ça, vous comprenez que ça devient très difficile. Oui, il est important peut-être que ces enfants aient un concours à l'extérieur. Et ce sont des cas, en réalité, sur le plan individuel, qui sont très difficiles. Parce que on dit, oui, comment est-ce qu'on va faire? Il faut déjà cerner la maladie, il faut avoir le plateau technique, il faut avoir les gens par rapport à tout cela. Et pour un individu, ça me paraît un peu
quelque chose de très compliqué, d'extrêmement lourd. Donc, ce n'est pas toutes les malformations pour lesquelles on pourra apporter effectivement des corrections. Il y a des malformations qui parfois peuvent être difficiles. Ce qui est vrai, les parents ont toujours de l'espoir qu'on peut faire des choses, mais parfois, il y a des choses qui ne peuvent pas être faites. Et c'est ça même la place même des médecins aussi. Le médecin doit pouvoir dire qu'ici je fais, ou je ne fais pas. Ou bien je passe la main, ou bien expliquer aux parents ce qui se passe. On ne peut pas tout faire parce que nous ne sommes pas des dieux. C'est Dieu qui crée et c'est Dieu qui peut effectivement faire des miracles. Nous ne sommes que des hommes. Donc pour parler de ce type de cas, donc on peut à certains moments intervenir précocement et faire un certain nombre de choses en fonction de ce que nous avons. Mais il y a des moments où malheureusement on n'y peut absolument rien. Il faudrait que plutôt nous puissions agir en amont. C'est pour ça que si vous revenez, nous revenons dans ces résolutions du Congrès, nous avons pensé qu'avec les 80 pédiatres que nous avons au Cameroun, qu'il faut que nous changeons notre façon de comporter. Parce que honnêtement, si nous restons dans les bureaux pour attendre nos enfants, ils vont tous être comme ça. Nous avons décidé. Parce que nous, on a une simple association. Et lorsque je quitte mon cabinet, c'est des jours de travail, c'est ma famille qui doit manger. C'est ma fille qui me regarde depuis Dakar, pour laquelle je ne pourrais pas payer la scolarité. Bonsoir, ma chère. Donc, ces enfants attendent de nous un certain nombre de choses. Mais, il faut bien que, quand nous décidons de quitter nos bureaux, que nous puissions être accompagnés. C'est pour dire que nous n'avons pas de l'argent dans nos poches. Or, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas organisés en ONG. Nous ne sommes pas organisés en structure. Nous ne sommes pas organisés comme des personnes qu'on envoie en guerre. Nous voulons nous organiser en tant que pédiatres, d'aller désormais, une fois, à nous organiser en équipe, une fois toutes les 2 semaines, descendre pour accompagner les gens qui vaccinent sur le terrain. On a une campagne dernièrement, puisqu'on a un recrudescence de la rougeole. Prenons seulement ce cas. La rougeole peut entraîner des problèmes au niveau du cerveau. C'est ça. Et même 20 ans plus tard, vous ne le savez peut-être pas, et même au niveau du cœur, 20 ans plus tard. Mais c'est quand même quelque chose de terrible. Nous avons décidé que désormais, si les gens veulent nous accompagner, nous descendons, dire au maire que nous sommes avec vous. Vaccinez vos enfants, même si c'est 2 ou 3 fois, parce qu'il faut vaincre cela. Nous avons décidé d'aller... Oui. Puisque la campagne est en cours, j'imagine. Oui, elle a fini. Est-ce que vous faites partie des équipes? Mais écoutez, nous avons proposé ça reste encore une proposition. Non, nous avons travaillé parce que dans les réseaux sociaux, nous avons envahi avec nos propres messages où les pédiatres, des recteurs ont parlé pour dire aux populations, n'hésitez pas à aller. Et j'étais en train de dire avec des partenaires, et ce sont ces partenaires que j'invite pour dire que vous avez des gens qui veulent descendre au niveau du district. Le district, c'est ce cadre de santé qui est limité, où nous devons aller voir les problèmes sur le terrain et commencer à former le personnel qui est là et apporter notre soutien. Si nous attendons dans les centres, nous n'aurons pas l'argent pour payer les centres. Dans les grands hôpitaux, on n'arrivera jamais. Nous avons décidé qu'avec notre nombre, nous allons en guerre. Et donc, ceux qui ont les moyens, qui veulent bien aider ces enfants, ils ne nous payent pas du tout. Hein. Mais il faudra accompagner quelqu'un pour lui donner un peu d'essence pour la journée qu'il passe pour servir effectivement les personnes. Donc, c'est une stratégie que nous devons mettre en place pour aider notre population. Et on ne peut pas rester indifférent. Tout à l'heure, à la fin de l'émission, je vais vous entendre que tel a donné 100 000, d'autres 10 000, 20 000. À ce rythme-là, on va mettre je ne dis pas que c'est nul, hein, mais nous ne serons pas efficaces. Nous sommes volontaires et avec vous, nous voulons aller de l'avant. Avec la population, nous vous mettons en défi que les 80 pédiatres vont se mettre à côté de vous et vous accompagner. Alors là, c'est le président qui a parlé. De toute façon, les autres membres vont suivre. Vous aussi, vous étiez acclimaté, ça, je ne l'ai pas dit. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, Dr Kafunda, à l'entame tout à l'heure, vous avez parlé de cette association qui a existé. Qui existe encore. Est-ce que vous continuez à descendre sur le terrain, rencontrer les femmes, sensibiliser, éduquer, comme vous avez dit? Ou alors c'était du passé? Paul Ndembe a dit la même chose. Quand j'étais en zone rurale, j'organisais. J'ai été même accompagné à un certain moment par le FNE pour la formation. J'ai eu à former près de 1000 jeunes comme aide maternelle qui pouvaient aller maintenant dans les campagnes, qui sont allés dans les autres ONG de l'époque, lutte contre la faim, ainsi de suite, au Ouazzalogon, qui sont allés former dans les campagnes. Mais lorsque vous écoutez ces femmes, ceux qui sont passés sur le plateau, vous avez l'impression qu'elles ont reçu le même message? Non, elles n'ont pas reçu le message du tout.
Hein, elles sont là, elles sont en train de me regarder. Elles n'ont pas reçu de message. Personne ne leur a parlé de consultation prénatale, de bilan prénatal, des échos, comment on appelle ça, diagnostic anténatal. Personne. Encore qu'elles n'avaient pas le moyen. Quand on vous dit par exemple qu'il y a un hôpital confessionnel où on a été, et puis on vous a envoyé dans un autre village, on vous a envoyé, je ne sais pas qui les a accompagnés par exemple à l'hôpital général. Celle qui est allée à l'hôpital général, elle est partie comment? Elle a été orientée comment? Elle a été reçue comment? Hein? Encore, est-ce qu'elle avait le moyen de payer la consultation à l'hôpital général? Est-ce qu'elle pouvait payer une écho-cœur à l'hôpital général? Voilà le vrai problème. Donc on peut parler aux gens à longueur de journée, comme Paul Ndembele dit, si on n'a pas les moyens de les accompagner, de les prendre en charge, y compris gratuitement. Moi j'ai un rêve, je peux faire une consultation prénatale gratuite. Mais il faut qu'on mette les moyens pour que ces femmes-là puissent accéder, que ce soit aux examens, aux médicaments, à tout le reste. Vous savez pourquoi on ne le fait pas? Non. Parce que les aides ne sont pas données aux organismes privés. Les aides qui viennent de l'étranger, on ne les donne pas aux privés. On les donne à l'État. J'ai plein de ONG que je connais qui sont prêts à accompagner ce que nous avons comme projet et ils vous disent on ne peut pas vous donner à vous au privé, on va donner à l'État. Docteur Kafoué, tu ne peux pas dire qu'on ne donne pas au privé, il faut dire qu'on ne donne pas aux personnes habilitées à le faire. Voilà. Il faut identifier les personnes qui peuvent le faire et ces personnes qui ont l'expertise le feront. Mais si c'est là l'amateurisme, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Donc, il nous reste encore au moins l'éducation, l'information. C'est pour ça qu'on est avec vous tout le temps. Oui. Pour permettre au moins aux gens à attirer leur attention. Faites attention, une grossesse c'est un processus vraiment humain. C'est une grosse tâche de pouvoir léguer à notre race des personnes comme nous, en bonne santé. Mais il faut que ça soit encadré, il faut que ça soit accompagné. La plupart de ces jeunes filles, je pense, peut-être celle-là, c'est votre premier enfant, n'est-ce pas? Non. Ce n'est pas votre premier. Et vous? Ce n'est pas le premier. Et pourquoi il n'y a pas eu de consultation prénatale? Pourquoi il n'y a pas eu de bilan? On vous a fait la toxoplasmose, vous, madame? Non. Non. On vous a fait la rubéole? Non. Oui. C'est-à-dire les maladies qui sont responsables des malformations, pluriel, comme on dit. Il faudrait dire que la toxoplasmose est une maladie transmise par le chat. Voilà. Le chat que nous avons à la maison peut transmettre une maladie qui va entraîner pendant la grossesse une malformation et du cœur et du cerveau. Plusieurs malformations. Alors, docteur Kafunda, dites-nous en quelques secondes, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on devrait programmer une grossesse? Je veux dire, 2 personnes qui veulent faire un enfant, qu'est-ce qu'ils doivent faire au préalable? Peut-être pour éviter ce qu'on voit, ce qu'on a prévu. Je ne sais pas si beaucoup de gens ont entendu parler de bilan prénuptial. Pourquoi on fait le bilan prénuptial? C'est pour préparer les gens à une union. Vous allez peut-être vous mettre ensemble, vous allez faire des enfants, on vous fait des examens avant parce que nous savons qu'à partir du moment où vous vous mettez ensemble, c'est pour la procréation. C'est pour la procréation. Donc on vous fait un bilan avant pour savoir si vous n'avez pas d'état héréditaire que vous allez transmettre à vos enfants. Il faut déjà commencer par là. Plein de gens ne le savent pas, ne le font pas. Il y a les vieux, on reste. On ne se demande pas d'où on vient, qu'est-ce qu'on a, et puis on reste. Et puis on fait des enfants. Maintenant c'est la mode, vous faites des enfants d'abord avant qu'on dote. Eh bien c'est parti. Comment voulez-vous que les gens soient formés, éduqués, informés des risques qu'ils ont en voulant donner la vie? C'est pour ça qu'on perd tellement les primipares, les gens malades qui arrivent en grossesse, qui ont des problèmes, on dépiste, c'est tard. C'est pour ça qu'il y a une mortalité maternelle aussi élevée. Parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'information. C'est ça. Alors, docteur Monkam, c'est vrai que c'est pour sortir de l'émission. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour ces enfants, par exemple? Apparemment, ces enfants qui ont des problèmes au niveau du cœur, pratiquement les 3. Parce qu'il y a une qui ne parle pas, qui ne marche pas, qui ne voit pas. Beaucoup plus, docteur Jacques va nous dire. Mais les 2, qu'est-ce qu'on peut faire pour? Alors, je pense que c'est une prise en charge pluridisciplinaire, c'est-à-dire entre les neuropédiatres, cardiopédiatres, pour essayer d'améliorer la vie de l'enfant pour le futur. D'accord? Donc, je crois qu'il faudrait qu'on ait des diagnostics clairement établis
pour faire une prise en charge adéquate. D'accord. Concernant les malformations cardiaques, le traitement optimal, c'est la chirurgie. D'accord. La chirurgie, bon, au Cameroun, actuellement, les opérations coûtent autour de 4 millions et c'est accessible dans certains centres bien spécifiques. Donc, c'est pas partout. Et bon, vu le coût, parfois, les familles sont accompagnées par des ONG. Voilà, des ONG. Donc, la plupart des enfants qui ont des maladies, des malformations cardiaques, en fait, sont plus souvent opérés à l'extérieur qu'au Cameroun, en fait. Voilà, donc, grosso modo, ce serait ça. Je pense que pour ces enfants, prise en charge multidisciplinaire en collaboration avec les collègues et si c'est possible, on essaye de voir comment, essayer de faire en sorte qu'ils aient peut-être une opération en fonction de ce que les collègues... Vous pourriez faire quelque chose pour ces enfants? Oui, on peut faire déjà des échographies cardiaques pour avoir déjà un bon diagnostic. Voilà, dès le départ. Parce que, par exemple, on a vu le cas de Brian où le diagnostic a été discuté plusieurs fois. Donc déjà, à la base, il faut avoir un diagnostic clairement établi. D'accord. Ça, c'est un engagement que vous prenez? C'est un engagement que je prends. D'accord, merci. C'est déjà quelque chose pour ces enfants. Docteur Andrakep, nous sortons de l'émission. On devrait faire quoi, finalement? Bon, on a parlé des deux enfants. Vous avez l'habitude de le faire, mais oui. Si vous vous engagez encore... On va s'engager. Mais je veux dire un mot sur l'enfant. Le troisième cas, la dame qui a l'enfant qui ne parle pas, qui ne voit pas, qui ne s'assoit pas, enfin qui a un retard global. Il a un problème surtout du diagnostic pour l'instant. Lui, j'ai l'impression qu'on n'est pas allé au fond des recherches pour voir quel est son problème. Soit l'enfant a un problème d'IMC, comme c'est fréquent, soit il a un problème d'infection materno-fœtale, le genre, il a dit torso tout à l'heure, il a dit rubéole, parce que tant d'organes touchés en même temps, c'est quand même assez suspect. Donc on a l'impression qu'on n'est pas allé au fond des recherches pour lui, et il a un problème de diagnostic pour l'instant, celui-là. Donc il est question d'aller au fond un peu, et réinterroger, faire un bilan, faire des recherches pour mettre un nom sur quel est son problème. D'accord. Donc les parents vont vous voir tout à l'heure? Il n'y a pas de souci. D'accord, merci. Docteur Ndemé, nous sortons de l'émission. Quelque chose, une promesse, c'est vrai qu'il faut des moyens et les téléspectateurs sont toujours prêts à le faire, à les accompagner. Disons, il est important que tout le monde puisse s'engager dans ce combat. Vous savez, aujourd'hui c'est eux, demain ce sera moi. À qui le tour? J'étais en train nous parlions quelque temps de la formation des médecins aujourd'hui, des jeunes. On a Dr Moncam sur le plateau qui est une jeune dans la relève. Et demain, nous ne pourrons pas avoir le bistouri Dr Kafunda et c'est eux qui vont s'occuper de nous. S'ils ne sont pas bien formés, c'est nous qui serons pénalisés. Nous ne pensons pas que... Et j'aime le slogan de votre émission, on ne peut pas être heureux tout seul. Il est important que nous puissions apporter notre contribution. Et déjà, je suis content que les spécialistes dans le plateau proposent des consultations gratuites, même les échographies, dans ce qu'ils peuvent faire pour supporter ces enfants. Nous sommes là. S'il faut apporter des consultations gratuites, on le fera dans nos spécialités, parce que je pense qu'il faut avoir du cœur. Face à une telle misère, il faut avoir du cœur. Mais nous ne pourrons pas porter toutes les misères du monde, je vous assure. Et nous ne pouvons pas subir toute la misère du monde. Il faut au moins réagir et s'organiser. C'est pour ça que j'ai pris le ton de l'organisation sociale, qui est importante, de l'organisation de la société. Sinon, nous allons tourner en rond. Cette émission fera même 200 ans. Et je suis sûr que dans votre carnet d'adresses et dans la liste d'attente, je suis sûr que vous avez au moins 500 ou 1000 qui attendent. Hein? Ce n'est que le bout de l'iceberg que nous voyons aujourd'hui. Donc, moi, je pense que nous allons apporter notre contribution, mais il faut dire aussi aux populations qu'ils commencent à s'organiser. Autant ils s'organisent peut-être sur le plan politique, ça, les politiques font la même chose, mais ils doivent s'organiser sur le plan de la vie. De la vie. Avant de concevoir, qu'est-ce que je fais? On a parlé du bilan prénuptial. Pendant que je suis enceinte, quel est le mode de vie que j'ai? Comment je peux suivre les consultations prénatales? Comment je peux me vacciner en grossesse? Et avant même la grossesse, il y a des vaccins qu'il faut faire. Et pendant que l'enfant naît, est-ce qu'il a vu quelqu'un pour dire, etc. Est-ce qu'on a pris des vaccins? C'est là le lieu peut-être aussi de jeter les fleurs dans ce qui est fait. Le programme élargi de vaccination dans notre pays est l'un des meilleurs d'Afrique. En termes du contenu et de l'argent qui est mis.
Parce que les enfants sont protégés par un certain nombre de maladies qui sont vraiment plus nombreux que dans tous les pays. Et c'est vraiment des centaines il y a des vaccins qui sont gratuits, qui coûtent à la pharmacie 100 000 francs. Et les mamans le savent pas. Et on les prend les 3 premiers mois. Pour dire que les mamans doivent savoir, et les parents, qu'il faut vacciner les enfants. Le pays n'arrive pas toujours à bénéficier de cette, ce qu'il attend depuis par rapport à la vaccination. Les vaccins sont là. La poliomyélite. C'est-à-dire quoi? Les vaccins sont là. Mais les vaccins sont là. Les vaccins sont parfois jetés. Hors de danger. Non, les vaccins sont gratuits. Les gens ne veulent pas se faire vacciner parce qu'on leur dit que c'est pour les stériliser. Voilà, je crois que le mot est lâché. Comment pouvez-vous... On dit aux gens qu'il ne faut pas se faire vacciner parce qu'on va vous stériliser. Alors, si vous ne faites pas vacciner vos enfants... Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que vous attendez? Et maintenant, sur le plan nutritionnel, qu'est-ce qu'on donne aux enfants? Le lait maternel, les mamans, je vous regarde, le lait maternel, c'est le meilleur lait qu'il faut pour votre enfant. Le lait de l'homme, c'est le lait maternel. Les 6 premiers mois, on n'a besoin que du lait maternel. Il est gratuit. Malheureusement, on voit les tétines, les biberons, etc., les stérilisateurs qui ne servent à rien, qui font en sorte que nous devenons de plus en plus pauvres. Donc, on a des choses pour lesquelles les parents doivent s'engager. Nous aussi, nous allons nous engager par la suite parce que dans la vie, il y a le péché, il y a les microbes, il y a les maladies. Et nous sommes là pour réagir. Merci. Merci à vous. Dr Kafunda, merci à vous, Dr Jacquet, merci également Dr Monkam et à vous, Dr Ndembe, d'être venus partager avec nos chers téléspectateurs. Les cas de ce soir ont bénéficié en tout cas de cette gratuité que vous leur promettez et ces cas vont passer à vos différents services et en même temps, même ceux qui sont à la maison auront quand même bénéficié des conseils que vous avez donnés sur ce plateau. Nous n'allons pas vous laisser partir, nous allons vous retenir pour quelques secondes, le temps de vous proposer des cas qui sont déjà passés sur ce plateau. Voyez-vous, les hommes de bonne volonté continuent de contribuer pour ces cas-là et même pour ce soir aussi, et à question de les accompagner dans la prise en charge. Juste après, nous allons accueillir Irène Tembe sur ce plateau. Maman m'avait raconté, quand elle est née, 1 mois après, elle dit qu'elle a lavé. Quand elle a lavé, elle a constaté que le talon était très mou. Elle a touché, c'était très mou. C'est là où ça a attiré son attention. Elle a encore bien touché, c'était mou. Le soir, donc, elle a dit à son mari. C'est là où son mari aussi a prêté attention. Lui aussi, il a touché. C'était vraiment mou. Ils ont commencé, le lendemain, ils sont allés à l'hôpital. On a commencé à essayer de voir ce que c'était. Bon, ils étaient au Gabon, puisqu'elle est née au Gabon. On a essayé de voir ce que c'est. Finalement, on n'avait rien vu. Merveille est orpheline de mère depuis l'âge de 2 ans. Sa génitrice a trouvé la mort en voulant donner la vie. Et Marceline, la grand-mère, peine à digérer ce moment. Quand sa mère ne fait pas vouloir accoucher, elle est morte au Gabon, l'enfant dans le ventre. On voulait seulement oublier. Regarder l'enfant, c'est pour oublier ma mère. On voulait oublier ma mère. L'enfant, la mère de l'enfant aussi, qui voulait accoucher, elle est morte avec l'enfant au Gabon. La maladie de cette orpheline de mère, âgée de 6 ans, a permis à sa famille de parcourir des villes et localités du pays dans le but de chercher la guérison. Mais hélas... Depuis qu'on a commencé à marcher dans les hôpitaux, même une pommade, on n'avait pas encore prescrit. Elle tirait, elle traînait ça au pied comme ça. Mais elle ne se levait pas comme elle marchait maintenant. Elle tirait ça au sol, c'était gros, ça pesait vraiment. Le temps là, on l'a amené à Bingbingo, toujours à Bamenda. Donc, on n'avait fait aucun examen. Ni de radio, rien dit, on n'avait rien fait. Il avait juste touché. À Bafoundong, on massait, on bandait, pour que le derrière s'y ressorte puisque c'était plié. Là, on nous a encore indiqué l'hôpital de district à Banjul. Le docteur de People's Clinic, il a dit qu'on peut traiter le pied là, mais c'est seulement en Inde.
qu'on pourra traiter tout le pied. Que lui peut opérer, enlever la masse. Mais il n'est pas sûr que ça puisse guérir. Le mieux sera qu'on aille en Inde. Dépassée par la douleur, Merveille n'a presque plus jamais adopté une bonne posture. Caresser le creux de son pied reste son sport favori. Puis encore de gratter. Et quand ça gratte, je gratte. Elle se plombe beaucoup, ça démange. La nuit, elle ne dort pas. Moi-même, je ne dors pas parce que quand ça démange, quand elle est fatiguée de gratter, elle porte, elle pose sur moi. Je l'aide à gratter, je l'aide à gratter, je l'aide à gratter. C'est comme ça les nuits. Quand ça ne donne pas, ça la rend triste. Pour aller aux toilettes même, elle utilisait même les toilettes de la voisine. Parce que pour descendre dans nos toilettes même, c'est pas facile. Malgré les examens effectués, le nom de la maladie qui traumatise cet enfant qui a oublié le chemin de l'école n'a véritablement pas encore été révélé selon sa tante. Nous sommes là, nous prions seulement Dieu, que Dieu nous aide. Nous sommes là pour que le monde entier nous aide. Il se reste à trouver même les spécialistes qui puissent nous dire de quoi il s'agit. On a marché sans suite. On ne sait pas ce que c'est. Kuzo pa chute pa ma. Tango ko ko mbele tuzo. Ozo to o wo so kon bo mama. Ozo tantan za tanjima wa shia ozo mama. Tantan chile jorza nga mama ma selimpa. Njoko pa njongo pango te maoge at mau fa ho te maoge at mau fa ho. Te go fong ba amba o chi ga ame ve te mun kenyang pa o ku me ala ku le te ping pang mama go ala ku ga. C'est ça. Avant que je meure, que Dieu voit, Dieu est tout. Tout c'est à Dieu. Oui. Tu n'as pas oublié seulement que la mère était que comme ça, non. Va donner mon nom avant que je parte. La famille est amortie et même épuisée financièrement. Entre-temps, la petite Merveille ne cesse de perdre le souffle. Quand un enfant passe même à côté d'elle, elle fuit. Quand on dort même sur le lit, elle a toujours peur qu'on va étouffer son pied. Elle fuit. Donc, quand on fait comme ça, là, parfois, elle est malheureuse. C'est à cause de ça qu'elle continue à me demander ça va finir quand. Quand elle voit les enfants sauter, elle essaye aussi de sauter, ça ne donne pas. Ça la rend triste. Cet enfant n'a pas que son membre inférieur droit comme problème de santé. Sa partie intime connaît également des anomalies. Elle enfle pratiquement au même rythme que son pied. Quand elle grandit, ça grossit aussi comme ça. Mais ça ne fait pas mal, ça ne démange pas. Mais quand elle grandit, ça grossit comme ça là. De quoi souffre cette orpheline de mère, âgée de 6 ans, qui a oublié le chemin de l'école, qui ne peut plus s'amuser avec les enfants du quartier ou se distraire comme les enfants de son âge. Merveille Lonla vous parle à travers son regard, d'un regard social. Voilà, c'était le cas de la petite Merveille Lonla qui est passée sur ce plateau avec ses parents. Souvenez-vous, il y a quelque temps de cela, elle a besoin de votre aide. Et merci déjà à ceux qui ont commencé à contribuer et à ceux qui vont également le faire par la suite. N'oubliez pas les 3 cas de ce soir qui sont également passés sur ce plateau, qui ont besoin de votre aide pour être pris en charge ces différents cas. Irène Tembe, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flavien. Vous êtes venu avec de bonnes nouvelles. Quand je dis bonnes nouvelles, ce sont des contributions, des différents cas, par exemple le cas de Merveille. Tout à fait. Nous avons continué à recevoir les contributions pour le cas de la petite Merveille. Et les différentes contributions perçues sont les suivantes. Diaou Pierre, 5 000 francs. Association Femmes Inséparables de Nouvelle-Mongo, 25 000. Association Les Cossinelles, 32 000. Family Live in Love Mission, 20 000. Gemnan Sandrine Épousson Goulet, 5 000. Parole de Dieu Makepe, 5 500. Madame Goulouré, 3 000. Joël, 2 500. Madame Kamdoum Florence, 5 000. William Captué, 4 000. Luc Lovit Mbea, 8 000.
Victor Tchadenoawe, 5 000. Micheline Meyatachi, 2 000. Tatiana Djoro, 2 000. Une famille anonyme au Cameroun, 19 125 francs. Karine depuis Garoua, 2 000 francs. Bienfaiteur, 5 000. Mutuelle Balako de Bonamoussadi, 1 000 francs. Fondia Sylvie de Bassamba, 30 239 francs. Inconnu de Yaoundé, 2 000 francs. Ewe of Love, 2 000. Chungzin Isaac, 5 000. Louise, 10 000. Nicole de Bonamoussadi, 5 000. Une chrétienne de la paroisse Saint-Marc de la Cité des Palmiers, 2 500. Madame X, 1 500. Une famille bienfaitrice de Kribi, 25 000. Kouamoula, 2 000. Bienfaitrice de Ndorpassi 2, 3 000. Famille Ngata, 5 000. Famille Mekonsou, 2 000. Une téléspectatrice de regard social, 5 000 francs. PCC Revival Fire Youth, 10 000 francs. Nous avons un montant de 1 306 535 francs CFA pour le cas de la Petite Merveille. Ça, ce sont les contributions des différents téléspectateurs et hommes de bonne volonté également qui n'hésitent pas à mettre la main dans la poche chaque fois qu'il y a une situation présentée dans cette émission Regard Social. Oui, il faut préciser que c'est la suite des contributions qui ont été perçues depuis la date du 27 novembre 2019 jusqu'à nos jours. D'accord. Oui, c'est la suite qui donne ce montant. Alors, vous n'êtes pas seul. Tout à fait. Nous avons une association ce soir qui est venue également faire un geste. C'est l'association Boulima Dinikon. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé. Et le vice-président est sur ce plateau. Jimcho Walter. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, vous êtes le vice-président de cette association. Vous êtes venu sur ce plateau avec l'un de vos membres, Neba Choujon. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Qu'est-ce qui vous amène, président, vice-président? Oui, nous sommes ici parce que nous avons aussi constaté, parce qu'il faut aussi de l'aide. Dès qu'on a vu la situation de Merveille, on a pensé, parce que notre frère aussi nous a amené aux réunions. Dès qu'il nous a expliqué que de la manière qu'il a vu, il pensait que lui, il a voulu faire un geste. Mais il est venu vers nous à la réunion, il nous a expliqué. Là aussi, nous, avec les autres membres, on a vu que peut-être il faut aussi qu'on fasse aussi un geste. C'est là qu'on a fait ce dont aujourd'hui nous sommes ici là pour présenter. Oui. Choujon? Yeah. Let me speak in English. Go on. When I saw the case of Merveille, it was so pathetic to me. And I decided to help. Then I just thought that when you pray and you don't do any action, it will not be fake. So I decided to come to my meeting and tell my brothers and sisters that I saw a case, especially when I heard that that case went right to my own village. They attended a hospital in Bafut. So I was touched to a point that I had to bring that situation in the meeting. And immediately when I came to the meeting and I told them that this is what I have, brothers, you should help me so that all of us should help this little girl. Everybody came out willingly and then we contributed this money just for the first gesture. I will first of all thank Equinox for what they are doing. Merci. And I pray that God should continue to show you the way forward because you are touching lives. Amen. Yes. Let me tell you, you don't know what you are doing, but we are seeing what you people are doing and God is actually with you people. Merci. We pray that whatever token that we have given, that will go a long way to heal that child who has not done anything to be like that. Très No bien. matter the situation, God is always there to help. Amen. Ok, alors vous avez une enveloppe entre les mains. Il y a, je vois 100 000 francs CFA. Oui. Alors, vous remettez à Irène qui est avec nous. Vous avez 100 000 francs CFA pour, Oui. Pour le cas de la Petite Merveille. Ouais. Nous disons déjà thank you very much parce que c'est déjà une initiative qu'il faut saluer
Et nous prions nos chers bienfaiteurs de continuer à mettre la machine de la solidarité en marche via les numéros qui s'affichent au bas de notre petit écran, à savoir le 690 50 50 94, le 675 35 25 16. Et bien vouloir préciser par message le cas pour lequel votre cœur a battu. Alors, Nemba Choudian, merci d'être venu. Thank you. Et à vous également, vice-président. Jim Shaw Walters, merci. Thank you, our pleasure. D'accord. Alors, nous allons mettre un terme à cette autre édition de Regard Social, Irène. Tout à fait. Nous disons à la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. S'il plaît à Dieu, nous voulons dire merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette autre édition. Eric Watat, Georges Mitterrand, Dame, Cédric Chouna, Dani Warren Zedeke, le réalisateur de cette émission Regard Social, le grand public qui est avec nous comme tous les jeudis soirs. Et merci également à l'infatigable Samuel Tchoufa, qui est le chef opérateur de Regard Social. Madame, Messieurs, je suis Flavien Dongo. Bonsoir.